Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes, notre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité. Alors à l'ordre du jour cette semaine, une question, la laïcité est-elle apaisée? Le Premier ministre François Fillon représentait la France le week-end dernier à Rome pour la canonisation de Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Il a été reçu samedi en audience privée par Benoît XVI. Autre étape de ce voyage, l'inauguration du Centre culturel Saint-Louis de France. À cette occasion, François Fillon a défendu, dans la lignée de Nicolas Sarkozy, une laïcité positive et ouverte. Benoît XVI et la France sont-ils sur la même longueur d'onde concernant la laïcité? A-t-on trouvé en France le bon compromis depuis la loi de 1905? Alors nous tenterons de répondre à ces questions avec, comme chaque semaine, l'aide d'éditorialistes. Nos deux invités sont aujourd'hui Louis Dauphren, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'édition Radio Notre-Dame. Jean-Marie Guénois, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint chargé des religions au Figaro. Alors avant de vous passer la parole, on va entendre un extrait du discours de François Fillon prononcé pour l'inauguration du Centre culturel Saint-Louis de France. Le Premier ministre exprime sa vision de la laïcité. On regarde. Voilà bien longtemps que la laïcité n'apparaît plus comme un instrument hostile à la religion. Nous avons été très sensibles à la manière dont Benoît XVI, l'an dernier, à l'Élysée, a prolongé la défense de la laïcité positive et ouverte en invoquant la notion de saine laïcité. Le souverain pontife reconnaissait que la laïcité, en séparant le politique et le religieux, préserve et même valorise la spécificité des réponses spirituelles aux questions que l'humanité se pose sur l'existence. S'il revient à la France laïque et au Saint-Siège de multiplier les relations et les partenariats, c'est parce que les valeurs que nous situons au cœur d'une laïcité juste et apaisée sont aussi celles, je le crois, que l'Église universelle promeut à travers le monde. Je veux parler de la liberté, je veux parler du dialogue, je veux parler de l'humanisme. La laïcité que nous défendons, c'est le respect de la sphère intime et de la liberté dont chacun doit disposer dans le choix des convictions que lui inspire l'existence. La laïcité, c'est aussi l'ouverture d'un espace public de dialogue intellectuel et moral, de dialogue entre Église et État, de dialogue entre religieux et profanes, mais aussi bien évidemment de dialogue entre les religions. Et nous croyons que cette liberté et ce dialogue sont indispensables à la construction de l'humanisme qui est notre ambition commune, que nous soyons croyants ou non croyants. Alors Jean-Marie Guénois, on va faire un petit récapitulatif sur cette question de la laïcité positive. On a eu le discours au Latran de Nicolas Sarkozy, c'était le 20 décembre 2007, première fois qu'on entendait parler de laïcité positive. Ensuite, il y a eu la réponse de Benoît XVI lors de sa visite en France en septembre 2008. Le pape appelait à une nouvelle réflexion sur la laïcité. Et puis, le week-end dernier à Rome, eh bien, c'était au tour du Premier ministre de défendre le principe de laïcité positive. Alors, Benoît XVI et la France sont-ils sur la même longueur d'onde concernant cette question de la laïcité? En fait, il faut bien se représenter que l'Église catholique a des relations avec plus de 160 États dans le monde, avec des formules et des modalités très différentes selon les pays. Donc le principe numéro 1, c'est que l'Église respecte tout d'abord la structure ou le type de relation en cours dans le pays. Il y a des pays où c'est très étroit, avec des concordages, l'Italie pour ne pas la nommer, des pays où c'est plus particulier, comme la France, avec un système de laïcité assez unique dans le monde. Alors évidemment, le Saint-Siège se réjouit de la nouvelle culture ouverte sur la laïcité. Il regarde de très près d'ailleurs les débats que cela suscite. Dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a une appréciation très forte, très positive du côté de Rome, sur ce qui se passe en France, justement, cette sortie plus d'un siècle de combats, de débats, de guerres autour de la laïcité. Et l'Église apprécie beaucoup cette décrispation en cours. Louis Dauphren, c'est votre avis à Radio Notre-Dame? Oui, le fait d'apprécier la décrispation en cours, je crois que tout le monde peut s'en réjouir, de fait. Peut-être s'agit-il aussi, du point de vue des pouvoirs publics, finalement, d'un aveu d'échec, parce que, somme toute, on est obligé d'ouvrir l'espace public au rôle que les religions, et en particulier la religion chrétienne, peut jouer, parce qu'on s'aperçoit que
on a tellement vidé cet espace public de la substance essentielle qui est l'une des dimensions de la personne humaine, qui est l'aspiration religieuse, au salut, à l'existence pleine et entière dans toutes les dimensions de l'homme. Et ça, ce sont les religions qui portent ces aspirations-là. La laïcité, qui en fait était jusqu'à présent le faux-nez de l'athéisme, parce qu'il faut s'entendre sur les mots. La laïcité, telle qu'elle a existé, a tellement vidé cet espace public qu'aujourd'hui, elle est obligée de reconnaître que, ah bah tiens, les religions ont peut-être un rôle à jouer, peut-être que ça peut mettre des personnes en relation, peut-être que ça peut créer un dialogue. Donc il y a aussi un aveu d'échec, je crois, de l'État français, de ce point de vue, qui est obligé de se plier à une réalité qui est la réalité religieuse telle qu'elle a évolué et telle qu'elle continue à exister dans nos sociétés, qui n'est pas une survivance, mais qui est une réalité vécue par la plupart de nos concitoyens, quelle que soit la religion qu'ils puissent partager. J'ai simplement, moi, 2 réserves. La première, c'est sur le terme de laïcité ouverte ou de laïcité fermée. Je trouve l'expression ambiguë. De ce point de vue, je rejoins assez nettement les plus laïcards, dans le sens où la distinction sémantique me paraît un peu piégée. Soit on est dans la laïcité, soit on n'y est pas. Elle n'est pas plus ouverte ou plus fermée. Ça tendrait à considérer que ceux qui défendent le modèle ancien sont systématiquement repliés sur eux-mêmes, fermés, méchants, et que ceux qui sont dans le système ouvert sont bons, vertueux. Non, il y a la laïcité, dont il faut rappeler l'origine, qui est d'origine chrétienne, parce que la laïcité bien comprise, c'est évidemment un fondement du christianisme, et on n'est pas dans l'ouvert ou le fermé, ou le positif ou le négatif. Je pense que c'est des visions un peu discriminantes et un peu je dirais, humiliante, binaire. Je pense que cette première distinction mérite d'être faite. Alors, Jean-Marie Godouin, revenons-en au lien entre Benoît XVI et la France sur cette question-là. Est-ce que le pape et la France mettent le même sens derrière ce mot de laïcité positive? Parce que le pape parle même de saine laïcité. Oui, saine laïcité, c'est pas sainte laïcité. C'est vraiment... Qu'est-ce que c'est? C'est une laïcité tranquille. C'est une laïcité où il n'y a pas de conflit. Mais lui, son propos n'est pas tellement l'organisation, mais son propos, c'est le dialogue entre la raison et la foi. Ça avait été son grand discours au Bernardin. Et ça va beaucoup plus loin. C'est toute la philosophie des Lumières. C'est 2 siècles de conflits en Europe, entre ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas. Et son grand dessein, il l'a encore rappelé tout récemment en République tchèque à Prague, son pontificat intellectuel, ça serait ça, c'est de dire aux non-croyants ou aux tenants des Lumières, de dire l'Église catholique, les croyants, les chrétiens ne sont pas des ennemis de la raison. Et nous devons aujourd'hui, justement pour sauvegarder les bases démocratiques de la société européenne, en tout cas la convivialité, parler ensemble et veiller et revenir à la question des valeurs, parce que c'est ça qui est en cause. Et je ne suis pas d'accord tout à fait avec Louis sur la question de l'échec, parce que la vérité, c'est beaucoup plus prosaïque, c'est que c'est l'islam en France qui a reposé le problème des religions, parce que la religion catholique ne fait plus peur à personne. Elle est utile, elle est intéressante, mais elle ne fait pas peur, pas un objet de guerre, un objet de lutte. Donc ça relie aussi un autre grand discours de Benoît XVI à Ratisbonne sur l'islam. Donc il y a là un ensemble où, au fond, la grande question, c'est qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui des sociétés européennes? Comment sauvegarder cet acquis, cette culture, cet humanisme dont a parlé le Premier ministre? Eh bien, Benoît XVI dit, ce n'est pas tellement en discutant sur les derniers verrous, l'organisation technique de la laïcité, c'est en mettant vraiment à plat et en réconciliant cette déchirure qui a 2 siècles d'existence entre ce monde des Lumières, de la raison, et ce monde de la foi des croyants. Il va un petit peu plus loin. Louis Dauphren, alors habituellement le pape reçoit en audience les chefs d'État. Là, il a reçu le Premier ministre français. Qu'est-ce qu'il faut voir derrière cette rencontre? Écoutez, c'est logique qu'un chef d'État reçoive des représentants d'autres pays. Donc là-dessus, y aurait-il matière à s'offusquer? Certainement pas. Je ne vois pas ce que l'on pourrait ajouter d'autre au fait qu'il est logique, et Jean-Marie ne contredira évidemment pas, que la France et le Saint-Siège entretiennent des relations. Maintenant, moi Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces relations? Écoutez, on a parlé de bienveillance du Saint-Siège à l'égard de la France en lien avec cette rencontre.
Oui, alors peut-être que Jean-Marie est plus qualifié que moi pour vraiment voir le tréfonds de ces relations. Je verrais simplement que la personnalité de François Fillon joue peut-être dans la mesure où on sait qu'il a des attaches personnelles, intimes, avec la foi, qu'il n'est pas simplement un représentant politique anonyme s'exprimant sur un sujet de circonstances. Donc il y a peut-être une implication personnelle du personnage qui rend humaine cette relation, plus humaine, plus proche. Et c'est aussi une histoire d'homme. Après tout, la laïcité, ce ne sont pas que des concepts abstraits. C'est peut-être vécu plus intimement et il est bien que la France, en tout cas c'est peut-être comme cela que c'est perçu, que la France mette un peu une âme dans ces relations-là et qu'on ne soit pas sur des relations systématiquement tendues ou je dirais strictement administratives. Prenons l'exemple de la reconnaissance des diplômes. Aujourd'hui, il y a des diplômes... Un accord signé en décembre 2008. Voilà, et ça fait encore l'objet de tensions peut-être. Des diplômes en fait qui... Des diplômes qui ne dépendent pas de l'État français, qui sont délivrés par des universités catholiques. Donc il est question qu'ils aient une validité comparable à celle des diplômes délivrés par l'État français. Ça fait l'objet de tractations. Il y a des pressions ici ou là pour que les choses ne se fassent pas. On y voit une atteinte à la laïcité dans la mesure où ça serait reconnaître une équivalence qui n'existe plus depuis 1880, je crois. Donc ça serait un pas énorme si on arrivait à ce débouché concret de la reconnaissance des diplômes délivrés par les universités, en particulier l'Institut catholique, par exemple. Là, on est dans un cas concret. Il faut que ça débouche. Il ne faut pas que ça reste juste au niveau des mots. Ce qui est bien, je crois, avec François Fillon, ce que l'on a entendu, c'est qu'on a effectivement l'impression d'une personne qui le vit, qui veut vraiment avancer de ce point de vue. Jean-Marie Guénois. En fait, je crois avoir écrit le mot bienveillance. Parce qu'en fait, normalement, le Premier ministre, le pape reçoit le plus haut placé du pays. Ça peut être en général un président, mais dans certains pays, c'est le Premier ministre. Mais dans ce cas, il avait reçu le président de la République, donc il n'avait pas à recevoir le Premier ministre. Il l'a reçu, signe de bienveillance, effectivement, signe de bienveillance pour ce qui se passe en France, signe d'encouragement, signe aussi de sympathie vis-à-vis de François Fillon, qui tout de même a dit pendant son voyage, je ne suis pas aussi pratiquant que vous croyez, je ne vais pas tous les dimanches à la messe. Cela dit, c'est un ami de l'abbaye de Solesmes, c'est son lieu. Voilà, donc voilà, il est quand même parmi, dans l'histoire des premiers ministres français, un homme qui quand même ne cache pas quand même sa foi catholique. Donc le Saint-Siège a aussi voulu saluer. Conscient de cette réalité. Alors, on parlait de cette question des accords entre la France, le Quai d'Orsay et le Vatican sur les diplômes dispensés par des établissements catholiques pour l'enseignement supérieur. Ça fait partie des dossiers qui sont sur la table entre la France et le Saint-Siège, un dossier qui n'est pas encore tranché. Formellement, il est signé, il a été adopté par la France, mais il y a beaucoup de contestations à l'intérieur de l'université, dans les milieux très laïcs. C'est compliqué, la mise en œuvre de l'accord. Et la mise en œuvre est compliquée. Elle n'est pas si compliquée que ça en vérité, parce que c'est un système extrêmement souple où l'État et l'Église vont reconnaître au cas par cas, une sorte de petite commission, les diplômes de telle université ou de telle autre. Donc il n'y a pas de problème de principe majeur, mais comme on se heurte effectivement à une culture laïque extrêmement forte, surtout à l'université, que l'on remet au fond en cause la question de la collation des diplômes qui était l'apanage de l'université française, etc. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où c'est beaucoup plus, la tradition universitaire est beaucoup plus décentralisée. C'est l'université qui délivre ses propres diplômes aux États-Unis, en Italie. Donc on a l'entrecroisement de deux cultures universitaires. Ajouter à ça, évidemment, la problématique laïcité avec l'Église catholique. Donc, ça n'est pas simple. Le problème, il est réglé sur le papier, il n'est pas du tout en pratique. Alors, Louis Dauphren, une question sur le Centre culturel Saint-Louis. Il a été créé au lendemain de la guerre par Jacques Maritain, qui était alors ambassadeur de France près le Saint-Siège. Il est géré par les Pieux Établissements de France, français. Donc, c'est une fondation, en fait, c'est l'État. C'est sous la tutelle de l'État. Il diffuse à la fois la pensée religieuse française, mais aussi c'est un lieu où on peut apprendre le français, par exemple. Donc, est-ce que cette double identité, elle illustre bien le côté un peu, j'allais dire, schizophrène de la laïcité à la française? Le fait que l'on distingue systématiquement ce qui relève du religieux on et du associe les laïque. deux, voilà. Parce qu'ici, on associe les deux. Voilà. Ici, dans un même lieu, mais qui est sous la tutelle de l'État, mais c'est un organe aussi qui diffuse cette pensée religieuse française. À titre personnel, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. On serait dans un pays anglo-saxon, les choses seraient relativement banales. Le fait qu'on puisse rassembler deux milieux de pensée, deux sphères de pensée
Vous l'avez dit, on vit dans une société un peu schizophrène de ce point de vue, et on sent que les lignes sont en train de bouger, et c'en est peut-être l'illustration. Mais je voudrais répliquer à Jean-Marie, puisque c'est un lien direct évidemment avec la laïcité. Si on assiste à un retour du religieux dans l'espace public, et si l'État prend sous sa tutelle ce retour du religieux, c'est évidemment sous la pression de l'islam. Donc on sait bien que le catholicisme ne pose pas de problème majeur. On pourra d'ailleurs peut-être y revenir. Si l'Église ne pose pas de problème, c'est peut-être qu'elle a rompu avec un propos qui prêchait un discours orienté sur le salut. Si on prêchait davantage dans une logique, je dirais, de salut de l'humanité, salut personnel, salut des âmes, somme toute, les religions séculières comme le communisme n'étaient que des religions aussi du salut à leur manière. Hein, on s'est tourné vers un discours beaucoup plus humanitaire, beaucoup plus désincarné, qui fait que l'Église ne représente plus ce danger, ce que vous avez dit. Mais si l'islam revient dans l'espace public et que la laïcité admet ce retour de l'islam, on ne va pas assister effectivement au retour du christianisme, on va assister à un retour du religieux et un retour d'une communauté dont on ne sait pas quels seront les effets sur la société française. Et à ce moment-là, il y aura peut-être danger. C'est-à-dire que les laïcs n'ont pas tort lorsqu'ils disent que le système actuel protège d'une certaine façon la société française, que c'est un rempart. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que donnera la laïcité versus 21e siècle voulu par Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas le christianisme version améliorée que l'on va connaître. Ça sera les religions, et les religions les plus dynamiques et les plus offensives, voire les plus militantes, qui vont accaparer l'espace public. Mais alors, Jean-Marie Gannois, oui, c'est bien ça, l'État reste interventionniste dans le domaine religieux? Ben, on a tous les modèles. Regardez, vous parliez du Centre Saint-Louis. Au fond, c'est un petit laboratoire, mais ce n'est pas un laboratoire récent. Il a plus d'un siècle, c'est Jacques Maritain qui l'a fondé. Là, il y a une convivialité tout à fait honorable. Effectivement, les petits établissements sont sous la tutelle de l'ambassade, mais il y a des éminents représentants de l'Église, des cardinaux et des monseigneurs qui siègent au conseil d'administration. Il y a un patrimoine immobilier qui appartient à l'Église. Bon, c'est un peu compliqué, mais simple tout ça. Très, très vatican, très, très italien. Et en même temps, ça fonctionne très bien. À l'ambassade de France, il y a un conseiller pour les affaires religieuses, un conseiller culturel, tout ça fonctionne bien. En France, on a les départements concordataires, il ne faut pas les oublier, ceux-là, c'est quand même une réalité, l'Alsace et la Moselle. Alors, moi je crois qu'on a effectivement, ce qui est à noter, je crois que c'est qu'on vit un basculement. On change d'époque sur la question de la laïcité, on entre 2005, peut-être dans un autre siècle de la laïcité. Effectivement, la question soulevée par Louis est très importante, mais la balle est dans le camp de l'Église catholique, elle n'est pas dans le camp de l'État français. L'État français essaie de limiter les dégâts, entre guillemets, ceci dit avec le respect que l'on doit aux religions, mais il y a des risques, il y a des dérives, notamment dans l'islam. Le débat sur le voile intégral en témoigne. Maintenant, à l'Église catholique, de trouver maintenant, de tenir sa place, tout en étant minoritaire, en ayant moins de surface géographique, en ayant moins de prêtres, etc. Donc, mais en inventant, je crois que les juifs, les protestants ont une longueur d'avance sur les catholiques là-dessus, sur la façon d'être, tout en étant minoritaire, une façon d'être présente de façon puissante et de façon remarquable et remarquée dans la société, dans les débats de société. C'est votre avis, Mélène? Oui. L'Église s'est pensée évidemment comme une structure majoritaire et continue à se penser comme telle, ce qui évidemment n'est plus le cas. Donc il y a un décalage aujourd'hui par rapport à des confessions qui sont organisées de manière plus efficace, plus militante, c'est vrai, osons le mot. Là peut-être il y a des choses à apprendre. Je vois quand même des signes d'optimisme. Je prendrai deux exemples. Le travail du dimanche et la bioéthique. On voit que sur des sujets comme ceux-ci, il y a eu quand même une réaction, en particulier sur le travail du dimanche, enfin sur les deux sujets d'ailleurs, puisque l'Église a livré une réflexion et s'est vraiment engagée dans le débat sur la bioéthique, comme elle s'est engagée sur le débat du travail du dimanche, et que, semble-t-il, on a obtenu quand même des résultats. Que sur le travail du dimanche, on est en retrait par rapport aux dispositions premières, qui prévoyait une extension massive aux grandes surfaces alimentaires, par exemple. Aujourd'hui, pour l'instant, on est en retrait. Est-ce que ça évoluera? Est-ce qu'il faudra de nouveau s'engager? Voilà, c'est encore un point d'interrogation. Les choses peuvent bouger très vite. Sur la bioéthique, c'est la même chose. Sur les questions des mères porteuses, il y a eu des choses qui ont été dites et qui ont été entendues. Donc la question, Jean-Marie a tout à fait raison, c'est de la balle est dans le camp de l'Église. Et maintenant, il faut sortir de l'idée qu'on est domestiqué pour
arriver dans cet espace public et se faire entendre Alors, dans un univers concurrentiel. On y arrive quand même déjà dans cet espace public. Il y a une instance qui a été créée par Jospin en 2002, instance de dialogue entre le gouvernement et l'Église. Ça fonctionne, ça? Ça fonctionne, et d'ailleurs, elle va à la prochaine rencontre, parce qu'il n'y a encore jamais eu de rencontre avec François Fillon. Et donc, ce voyage était important aussi pour ça, mais c'était lié aussi à la question des ambassadeurs et du nom. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là. En tout cas, ça fonctionne, mais c'est très institutionnel. Au fond, on se réunit une fois par an ou une fois quand c'est nécessaire pour traiter des grands dossiers qui concernent plusieurs ministères, la question des cathédrales, la question des diplômes. On n'entre pas dans ces détails. C'est institutionnel, mais la présence, au fond, je trouve que le débat de bioéthique est remarquable parce que on a vu une Église qui a affirmé ses positions, mais dans un dialogue, elle a fait intervenir des experts, elle a contacté des hommes politiques, tout ça. Elle n'avance pas seule en disant « nous avons la vérité ». Elle dit « nous croyons en des valeurs fondamentales sur la vie et nous le défendons ». Elle a su, sur ce débat, agréger des compétences politiques, médicales, éthiques et, au fond, lancer un débat. Et elle a été entendue à cause de cela. Si elle y va seule, comme une militante, je dirais, sans vraiment le crucifier en avant, ça ne passera pas, ça va bloquer tout le monde. Là, on a aussi une nouvelle méthode de la laïcité, une nouvelle méthode du dialogue en France, du dialogue intellectuel, culturel et politique, qui est très intéressante. Et là, on a un basculement. Alors, il n'y a plus de problème, on parle d'un basculement. Louis Dauphren, tout est aplani, tout va bien? Tout est ouvert. Voilà. Tout est ouvert. Reste à savoir comment, justement, les chrétiens vont se saisir de cette chance que représente cette ouverture. Jean-Marie a tout à fait raison de dire que c'est en agrégeant les compétences et peut-être justement en se dissociant des mouvements religieux quelque peu turbulents et strictement militants. Là, l'Église a montré qu'elle a la longévité et l'expérience, c'est une experte en humanité, et que cette expertise en humanité, elle est capable justement de représenter ce phare, ce clocher du village, par rapport à des mouvements qui veulent peut-être jouer les trublions dans l'espace public, des mouvements religieux un peu désordonnés. C'est là qu'on retrouve l'attache à la raison, l'attache au magistère, et que de ce point de vue, en agrégeant ses compétences et en ne paraissant pas bille en tête, ça oblige à être excellent. Hein. Ça oblige à l'excellence, hein. Alors, pas à la médiocrité. On y reviendra. Nous aurons l'occasion sans doute d'évoquer à nouveau cette question de la laïcité, vaste sujet. Alors place à présent à notre rubrique Contrepoint. Jean-Marie Guénois, il prend quelle forme votre contrepoint cette semaine? Alors j'ai un contrepoint négatif. J'ai été un peu choqué par le comité de la jupe. Non pas pour la défense que ces femmes font de la question de la femme dans l'Église, je pense qu'elle pose de vrais problèmes, mais il me semble que la méthode, si vous voulez, de la manifestation, le comité des baptisés, etc., n'est pas la bonne, et que cela va braquer un certain nombre de personnes dans l'Église, alors que le débat est plus urgent que jamais. Et puis le contrepoint positif, il faut toujours être positif, c'est un magnifique ouvrage qui est paru cette semaine, qui s'appelle Théo. Les gens le connaissent, c'est la 3e édition, c'est publié chez MAM. C'est un excellent outil, il est très complet, là, c'est la version 3, on dirait, pour un logiciel, mais vraiment il est très très bon. Et voilà, je salue cet outil parce qu'il présente la question de l'Église, son histoire, la Bible, de façon très synthétique, très didactique, très pédagogique. Et moi-même, je l'ai sur ma table de travail. C'est bien. Louis Dauphren, votre contrepoint? Je serais peut-être un petit peu plus polémique. L'affaire Frédéric Mitterrand, dont on pourra observer qu'elle a été quelque peu évincée par l'affaire Jean Sarkozy. Est-ce à dessein d'ailleurs qu'une affaire s'est substituée rapidement à une autre? Peut-être le saura-t-on un jour. Oui, je reste, c'est vrai, chagriné, c'est peut-être le moindre des termes, face au fait que Nicolas Sarkozy semble ne pas peut-être écouter l'opinion majoritaire qui se dégage. Je sais qu'il y a des sondages qui ont dit que beaucoup de Français pensaient que Frédéric Mitterrand ne devait pas démissionner, que l'on retrouve peut-être là-dessus le sens de la décence, de l'honneur. On combat contre l'esclavage un peu partout dans le monde, l'esclavage moderne, l'esclavage sexuel, et on a peut-être un ministre qui, là-dessus, devrait prendre ses responsabilités. On a des paroles sur la repentance constamment, et là on aimerait entendre des paroles publiques peut-être plus fortes de ce point de vue, même si je reconnais qu'il y a une dimension passage au confessionnal dans ce qu'il a dit dans son ouvrage, expression d'une détresse. Ça sera un contrepoint un petit peu en forme d'attente. Voilà, je le laisse en suspens.
savoir si le sens de l'honneur et de la décence existe encore dans ce monde politique. Un mot là-dessus, il nous reste encore une trentaine de secondes. Effectivement, je trouve qu'on a une immunité pour certaines personnalités que l'on n'a pas pour des gens dans l'Église, notamment. Ça aurait été un prêtre ou un évêque qui aurait été dans la même situation, ça aurait été un scandale énorme. Là, je constate objectivement qu'il n'y a pas le même traitement du tout médiatiquement, il n'y a pas la même révolte, pas la même réaction. Voilà, eh bien, Questions ouvertes s'achève. Merci à tous les deux d'être venus. Vous pouvez voir cette émission à nouveau sur le site de KTO, www.ktotv.com. Également réagir sur notre site. Merci à nos invités d'être venus. La semaine prochaine, c'est Dominique Chivot que vous retrouverez. Je vous souhaite quant à moi un très bon week-end. Au revoir. KTO